The House Oversight Committee just released some of the Epstein files sent to them by the Justice Department. Let's bring in CNN's Manu Raju on Capitol Hill. Manu, I know these documents were just dropped. What do we know about the release? Yeah, in fact, roughly 33,000 pages have been released by the House Oversight Committee as a result of a subpoena that was issued, a bipartisan support for this subpoena that came out by this Republican-led committee last month, calling for the Justice Department to provide this information. Dans certains cas, ce n'est pas le contenu des documents qui modifie le cours des institutions, mais la manière dont ils sont exposés, contestés et débattus publiquement. Le matin du 29 janvier, le ministère américain de la Justice a annoncé la fin de l'examen final des dossiers Epstein, officialisant la publication de plus de 3 millions de pages, de milliers de vidéos et d'images, et de centaines de noms liés à différentes sphères du pouvoir politique, économique et social. Cette mesure, qui visait à mettre fin à une procédure technique et administrative, engagée par imposition législative, a eu l'effet inverse. Elle a déclenché un nouveau cycle de tensions entre deux anciens présidents, et a renforcé l'impression que le système est moins préparé à digérer ses propres mécanismes d'exposition qu'à les protéger. Ce qui attire l'attention, ce n'est pas l'ouverture des documents en soi, mais la réaction immédiate de l'une des personnalités centrales citées dans les registres, William Clinton. Après avoir reçu la notification de sa convocation à comparaître devant la commission de surveillance de la Chambre, Clinton a choisi de ne pas se présenter, affirmant que la procédure avait été conçue pour l'induire en erreur et le conduire en prison. Ce refus a été accompagné d'une lettre publique dans laquelle l'équipe de l'ancien président accuse le Congrès d'avoir monté un piège juridique à des fins politiques. La réponse de l'exécutif ne s'est pas fait attendre. Quelques heures plus tard, dans une déclaration officielle, le ministère de la Justice a réaffirmé que le processus de révision avait suivi des critères techniques, sans ingérence de la Maison-Blanche. Mais le déplacement avait déjà eu lieu. Le cœur du litige n'était plus le contenu des archives, mais la question de savoir qui contrôle les limites de leur divulgation. L'escalade s'est intensifiée lorsque l'équipe de Clinton a publié une deuxième déclaration. Cette fois, la cible était le gouvernement lui-même. L'ancien président a exigé que tous les documents le mentionnant soient rendus publics dans leur intégralité, et a étendu cette exigence aux documents impliquant Donald Trump. Ce changement de ton a provoqué une impasse. Trump, qui au cours des dernières années a déclaré à plusieurs reprises son engagement en faveur d'une transparence totale des dossiers Epstein, a été pris à partie sur sa propre promesse. L'ironie est que, au cours de l'année dernière, son administration s'est opposée à plusieurs reprises à la divulgation complète des documents, invoquant la nécessité de révision technique et des questions juridiques non précisées. En exigeant que ses propres archives soient divulguées, Clinton a poussé Trump dans un dilemme public: tout divulguer et courir des risques politiques, ou maintenir le secret et paraître contradictoire. La pression ne s'est pas limitée au débat entre les deux hommes. Les parlementaires de l'opposition ont commencé à exiger des explications officielles de la part de la procureure générale Pam Bondi, dont l'absence dans les déclarations publiques sur l'affaire a fait l'objet de spéculations. Son témoignage est prévu pour début février et elle devrait être interrogée directement sur les éventuelles orientations politiques reçues pendant le processus de révision des documents. À ce stade, l'affaire avait déjà dépassé les limites du domaine juridique. Elle était devenue un terrain d'affrontement où deux anciens présidents revendiquaient le rôle du plus transparent, tout en essayant de préserver leurs positions publiques respectives. L'utilisation stratégique de la transparence comme outil de confrontation politique a transformé un processus technique en une arène narrative, et c'est dans ce contexte que les voix des victimes se sont à nouveau fait entendre. Un groupe de survivants des crimes commis par Jeffrey Epstein a publié un communiqué commun accusant le gouvernement de exposer à nouveau les victimes tout en gardant secret les noms de leurs agresseurs. Le document critique la divulgation des dossiers sans protection adéquate de l'identité et remet en question l'efficacité d'un processus qui, selon les victimes, a privilégié les convenances institutionnelles au détriment de la réparation. À partir de là, l'épisode cesse d'être une simple dispute entre deux personnalités ayant un passé de pouvoir et d'influence. Il devient un portrait en mouvement de la manière dont les structures de l'État réagissent, ou non, lorsqu'elles sont confrontées à leur propre incapacité à séparer la vérité institutionnelle du calcul politique. À chaque nouvelle publication, à chaque nouvelle note officielle, on observe moins une consolidation des faits qu'une tentative de contrôler le champ de la perception publique. Il ne s'agit pas seulement de documents, il s'agit de ce que chaque acteur en fait,
C'est dans ce type d'impasse que des analyses continues, engagées dans le suivi des développements institutionnels, deviennent indispensables pour comprendre ce qui était réellement en jeu. De ce côté-ci, nous restons attentifs. À partir de là, les éléments de l'affaire ont commencé à se réorganiser autour d'une nouvelle convergence institutionnelle. Les commissions du Congrès, les secteurs du pouvoir judiciaire, les organes techniques du pouvoir exécutif et les équipes juridiques des deux anciens présidents ont commencé à fonctionner en synchronisation tendue mais interdépendante, créant un scénario dans lequel chaque mouvement public a des répercussions sur plusieurs fronts internes. L'audience déjà prévue avec la procureure générale Pam Bondi a été placée au centre des attentes politiques, non seulement en raison de son contenu futur, mais aussi en raison de ce que sa simple convocation suggère. Qu'il existe des doutes importants quant à la régularité du processus de sélection des documents divulgués et qu'une partie du Congrès estime nécessaire de confronter directement la direction du ministère de la Justice, afin d'obtenir des éclaircissements officiels. La tension s'amplifie, car le modèle adopté pour la révision des archives, sans contrôle externe et sans protocole de rédaction clair, expose le gouvernement à des accusations de sélectivité, même si la légalité du processus n'est pas formellement contestée. Le problème, dans ce cas, n'est pas ce qui a été fait, mais la façon dont cela a été perçu par différents acteurs institutionnels. C'est dans ce contexte que la réaction de Clinton acquiert une valeur stratégique accrue. En refusant de témoigner et en exigeant simultanément la publication intégrale des documents qui le mentionnent, il déplace l'attention de l'obéissance à la loi vers le débat sur la légitimité des procédures. Cela oblige la commission parlementaire à justifier non seulement le contenu de la citation à comparaître, mais aussi son opportunité, ses objectifs et ses méthodes. Dans le même temps, elle fait pression sur l'exécutif pour qu'il prouve qu'il n'applique pas deux poids, deux mesures dans le traitement des personnalités politiques. Cette convergence aide à comprendre pourquoi des secteurs historiquement éloignés ont commencé à se manifester. Des analystes du secteur judiciaire, des juristes spécialisés dans la transparence publique et d'anciens membres d'agences fédérales de contrôle ont commencé à mettre en garde contre les risques d'une crise de confiance institutionnelle si l'on ne clarifie pas, objectivement, comment les critères de sélection ont été définis, pourquoi certains noms apparaissent de manière récurrente, tandis que d'autres restent absents, et quelles instances ont participé aux décisions finales. D'un point de vue technique, le ministère de la Justice soutient que le processus a suivi les paramètres définis par le Freedom of Information Act FOIA, avec des exceptions autorisées pour la protection des données. Cependant, cet argument juridique s'est révélé insuffisant pour contenir la montée de la méfiance, en particulier après la publication d'extraits dans lesquels le nom des victimes apparaît sans anonymisation adéquate, tandis que les informations sur les personnalités publiques restent supprimées. Ce déséquilibre alimente le sentiment que le filtrage n'était pas seulement technique, mais guidé par des considérations politiques. À partir de l'ouverture du matériel, il est devenu possible de croiser les registres de mouvements, les emails et les feuilles de calcul interne qui révèlent un nombre considérable de mentions de Donald Trump et William Clinton, dans des contextes variés, des conversations sociales au registre de vol, des invitations à des événements, aux échanges de messages avec des intermédiaires. Bien qu'aucune de ces mentions ne constitue en soi une preuve de comportement illégal, leur fréquence et leur variété indiquent un degré d'implication sociale avec Epstein supérieur à celui admis publiquement par les deux hommes. Cette couche supplémentaire d'informations a créé un nouveau vecteur de pression sur les agences fédérales, en particulier sur le bureau du procureur général. Les parlementaires de l'aile modérée de l'opposition ont commencé à défendre la création d'une instance indépendante chargée de superviser les documents restants, même s'ils ont déjà été rendus publics. La proposition vise à rétablir la crédibilité du processus et à réévaluer les passages dont la publication complète a été reportée pour des raisons qui semblent désormais moins techniques et plus stratégiques. Dans le même temps, les organes de contrôle interne, tels que l'Office of Inspector General, ont été poussés à ouvrir des enquêtes parallèles, notamment après la révélation de communications informelles entre des membres du cabinet présidentiel et des fonctionnaires impliqués dans la phase finale de rédaction. À partir de l'action de ces différentes institutions, l'épisode commence à prendre la forme d'un cas type sur les limites de la transparence dans des contextes de tensions politiques. À ce jour, rien n'indique que les archives contiennent des preuves directes de crimes commis par Trump ou Clinton. Mais il y a suffisamment d'éléments pour construire dans l'opinion publique l'idée que tous deux ont entretenu avec Epstein des liens plus étroits qu'ils ne l'ont déclaré. Les conséquences politiques pourraient être aussi durables que les conséquences juridiques.
la difficulté de l'exécutif à maintenir une position uniforme, l'absence d'une structure d'audit externe et la politisation croissante du débat sur la transparence renforcent le sentiment que l'affaire n'est en fait pas close. Des documents ont certes été publiés, mais il existe également un débat continu sur leur signification, sur ce qui a été omis et sur qui façonne leur interprétation publique. Ce type d'impasse tend à s'amplifier lorsque les protagonistes eux-mêmes évoluent dans des directions opposées. Alors que Clinton demande publiquement la divulgation de tout contenu le mentionnant, Trump a évité de commenter les archives, se contentant de répéter que les accusations sont fausses et que l'affaire est le fruit d'une persécution politique orchestrée par ses adversaires. La contradiction entre les discours et les actions concrètes devient elle-même un sujet d'analyse. Le silence sélectif du gouvernement à l'égard de certains noms, le rythme inégal de la divulgation des documents et l'absence de réponse claire sur l'implication des instances supérieures de la Maison-Blanche contribuent à la consolidation d'une lecture critique. Il ne s'agit pas nécessairement d'une culpabilité avérée, mais plutôt d'un contrôle narratif et d'une dispute en cours, menée non pas par des canaux techniques, mais par des intérêts croisés dans une année politiquement décisive. En observant attentivement ce processus, il devient évident que les documents divulgués ne sont qu'une partie de ce qui est en jeu. Le reste, et peut-être la partie la plus importante, réside dans la manière dont les institutions gèrent la crise, répondent à la pression, corrigent leurs lacunes et démontrent ou non leur engagement envers des normes minimales de cohérence et d'impartialité. Et sur ce point, le système semble encore fonctionner sur un terrain instable. La lecture d'épisodes de ce type nécessite un suivi continu et contextualisé. Cette chaîne reste attentive aux mouvements institutionnels et s'engage à analyser les faits au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Il existe des interprétations divergentes sur le cœur de la controverse impliquant les anciens présidents et les dossiers associés à Epstein. Pour un groupe d'analystes, l'impasse ne se limite pas à un choc de récits personnels, mais révèle une tension structurelle dans la manière dont les organismes fédéraux répondent à la pression exercée par des individus disposant d'un capital politique élevé. Selon cette perspective, l'apparente équivalence entre les allégations de Trump et Clinton met en évidence une utilisation croisée de l'appareil d'État, non pas sous forme d'intervention directe, mais par le biais de signaux diffus, de décisions ambiguës et de déclarations publiques qui fonctionnent comme des orientations implicites. Malgré cela, il n'y a pas de consensus sur l'autonomie réelle dont dispose le ministère de la Justice. Certains experts soulignent que les procédures de révision et d'organisation des documents ont suivi les pratiques administratives traditionnelles, tandis que d'autres soulignent les lacunes qui ont permis des ajustements sélectifs sous prétexte de protection individuelle, sans supervision d'instances externes. Une grande partie du débat se concentre sur l'absence de garanties procédurales claires. Contrairement à d'autres affaires impliquant des documents sensibles, le processus relatif à Epstein a été entièrement mené par des structures internes de l'exécutif, sans commission externe ni audits indépendants. Ainsi, bien qu'il n'y ait pas de preuves concrètes de manipulation, il n'existe pas non plus de mécanisme sans équivoque capable de dissiper les soupçons. Les juristes qui suivent l'affaire depuis le début soulignent que, dans des contextes à haut risque pour la réputation, la crédibilité d'une procédure dépend davantage de sa structure institutionnelle que de la bonne foi des responsables. En d'autres termes, il ne suffit pas d'affirmer que le gouvernement a agi correctement. Il faut démontrer que la conception du processus rendrait impossible toute conduite sélective. À cet égard, le modèle adopté présente des faiblesses qui alimentent la controverse politique sur sa légitimité. Dans ce contexte, chaque action de Trump et Clinton est interprétée non seulement comme une défense personnelle, mais aussi comme un effort pour façonner la perception publique du processus. En demandant la divulgation complète des dossiers dans lesquels elle est mentionnée, Clinton cherche à projeter une image de transparence totale, même si les documents peuvent contenir des situations embarrassantes. En restant silencieux sur les dossiers récemment divulgués, Trump évite de se confronter à des épisodes antérieurs où il défendait une transparence totale, une position qui contraste aujourd'hui avec sa retenue. Cette asymétrie dans le discours renforce le sentiment que des informations sont encore dissimulées. Et, dans ce domaine, la perception collective l'emporte souvent sur la pertinence des données objectives. Une autre interprétation suggère que le différend ne se réduit pas à un conflit entre des versions individuelles. Pour ce groupe, l'épisode met en évidence un conflit plus profond entre différentes conceptions de la responsabilité publique dans des contextes à forte exposition. En faisant partiellement appel au pouvoir judiciaire, avec des audiences,
l'exigence de témoignages sous serment et la mobilisation des structures du Congrès, le système a cherché à se protéger par le biais de rites formels. Cependant, en laissant ces rituels prendre le pas sur les objectifs substantiels du processus, il a détourné l'attention de la réparation des victimes vers l'autoprotection institutionnelle. La critique ne pointe pas la mauvaise foi, mais l'insuffisance d'instruments adéquats pour traiter les cas où les frontières entre la politique, la justice et l'opinion publique deviennent floues. Le débat sur les limites de la responsabilité s'intensifie également. Malgré l'absence d'éléments permettant d'étayer des poursuites pénales contre les personnes impliquées, des documents indiquent que des agents publics ont entretenu des relations régulières avec Epstein, malgré des signes publics de comportement répréhensible. Cette ambiguïté alimente un sentiment diffus d'impunité, dans lequel l'absence de crimes prouvés ne rétablit pas automatiquement la confiance. Les spécialistes de la culture institutionnelle américaine soulignent que le système manque encore de mécanismes pour traiter les dommages moraux, réputationnels et politiques qui ne relèvent pas du domaine pénal, laissant ainsi à chaque partie la possibilité de construire son propre récit d'innocence. Cela a des implications directes pour le Congrès. Le refus des Clinton de répondre aux convocations de la Chambre établit un précédent de résistance qui, s'il n'est pas traité avec des critères juridiques clairs, tend à affaiblir l'autorité d'enquête du pouvoir législatif dans les affaires futures. Les parlementaires conservateurs défendent des mesures pour outrage, tandis que les secteurs opposés affirment que la convocation serait motivée par des raisons politiques. Cette impasse montre que, même avec des instruments formels à disposition, le contexte politique peut limiter leur efficacité. Parmi les analystes des politiques publiques, l'idée selon laquelle cet épisode aura des effets durables sur la définition de la transparence administrative dans des contextes très médiatisés fait de plus en plus son chemin. Certains envisagent la création de comités de surveillance externes chaque fois que des personnalités très en vue sont impliquées. D'autres estiment que le Congrès devra revoir les critères de confidentialité et d'accès à l'information dans les affaires d'intérêt collectif élevé. Quelle que soit la direction prise, cet épisode agit déjà comme un vecteur de transformation institutionnelle, même si c'est de manière fragmentée et réactive. À ce jour, aucune solution claire ne se profile à l'horizon. Les documents ont été rendus publics, mais la signification de leur divulgation reste controversée. Les réactions de Clinton et Trump sont publiques, tandis que le système n'a toujours pas pris de position définitive sur les implications à long terme de ces interactions. Les victimes ont été entendues, mais le processus qui devait réparer leur douleur est devenu le théâtre d'une nouvelle dispute entre des dirigeants qui n'ont jamais été formellement accusés, mais qui portent le poids de leurs relations passées. C'est dans cet intervalle, entre révélation et incertitude, que s'affirme la valeur d'une observation constante. Nous continuons à suivre l'affaire sans anticiper les résultats. Attentifs aux signes qui émergent lorsque le système lui-même est appelé à expliciter ses limites.